BFM Business. 10h, 12h30, l'émission 100% placement. Intégral placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et notre idée ce matin, c'est de vous donner un maximum de clés pour alléger la pression fiscale et notamment en termes d'impôt sur le revenu. Benoît Lombard est avec nous. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes associé, gérant chez Vidam. Déjà, comment est-ce qu'on peut juguler un petit peu la note fiscale? C'est difficile. Je rappellerai que depuis 4 ans, il y a eu 13 lois de finances et 30 modifications fondamentales de l'impôt sur le revenu. Alors, je ne vais pas faire un inventaire à la Prévert de l'ensemble des mesures qui font qu'on a une augmentation de l'impôt, et pour tous, y compris pour les fameuses classes moyennes. Juste un chiffre, 19 millions de foyers fiscaux aujourd'hui sont assujettis à l'impôt. Et je pense à eux en ce jour particulier du 15 septembre où ils doivent payer, c'est pas le dernier tiers en réalité, c'est les derniers 40%. Parce que ça a augmenté. Ça a augmenté parce qu'il y a aussi un aspect factuel, psychologique, qui est très important. C'est le fait d'intégrer les prélèvements sociaux au sein de la feuille d'impôt sur le revenu de l'avis d'imposition. C'est-à-dire qu'il y a des prélèvements qui ne sont pas de l'IR, mais qui ressemblent quand même furieusement. Ce sont les prélèvements sociaux. En 1996, ça représentait 0,5% sur les revenus patrimoniaux de taxes. Aujourd'hui, on est à 15,5%. Donc on voit que c'est un impôt qui a progressé de manière considérable. Alors comment juguler, pour répondre à votre question, l'impôt? Il y a si on devait essayer de faire une summa divisio, deux classifications. Il y a les revenus piégés. Les revenus piégés, malheureusement... Qu'est-ce que c'est qu'un revenu piégé? Un revenu piégé, c'est un revenu qui est nécessaire pour financer son train de vie. Donc c'est notamment les revenus des salariés. Je rappelle qu'en France, il y a 90% d'emplois qui concernent des salariés. Et il y a 10% qui sont des non-salariés, qui sont les gérants de sociétés, gérants de SARL, professions libérales, etc., agriculteurs, etc. Donc là-dessus, on ne peut pas trop jouer. Les salariés, ils peuvent pas, ils peuvent pas ne plus payer d'impôts parce qu'ils ont besoin de cet argent pour financer leur train de vie, et pour autant, ils supportent une pression fiscale importante. Ils la supportent notamment, sur juste un aspect technique, l'avantage fiscal attaché à la part supplémentaire lorsqu'on a un enfant est aujourd'hui de 1 500 €. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir plus de 1 500 € de réduction d'impôts parce qu'on a une part entière attachée à un enfant. L'année dernière, c'était 2336. Donc l'avantage aussi qui est attaché aux parts des veuves. Si on n'a pas élevé, si cette personne n'a pas élevé seule un enfant pendant plus de 5 ans, elle perd 0,5% de part. Donc on voit 750 € mécaniquement en plus. Donc toutes ces petites mesures frappent de plus en plus de contribuables. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 19 millions de Français qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu, soit 1 million de plus que l'année dernière, et 4 millions de plus en l'espace de 5 ans, ce qui est énorme. Ça, c'est pour ceux qui sont salariés, c'est ça? Pour ceux qui ne sont pas salariés? Alors, pour ceux qui ne sont pas salariés, il y avait là encore plus de facultés de pouvoir essayer de juguler l'impôt, comme vous dites. Il y avait soit une rémunération, prenons l'exemple de gérant de SARL, une rémunération de gérant, où il souhaitait, à l'issue de son exercice fiscal, bénéficier de dividendes. Mais ces dividendes, s'ils représentent plus de 10% du montant du capital social, sont frappés non pas à l'impôt sur le revenu, enfin ils le sont, mais sont frappés aussi aux cotisations sociales. Donc il n'y a plus cet arbitrage possible. Donc il y a toute une catégorie de contribuables qui demeurent piégés. Alors, si on a des revenus qui sont nécessaires au financement du train de vie, on peut avoir aussi des revenus patrimoniaux. Et donc l'idée, elle n'est pas tellement de limiter l'impact fiscal attaché aux revenus qu'on touche de son activité professionnelle. Je rappelle également qu'on ne peut plus défiscaliser, puisque le plafond global des dites niches fiscales est aujourd'hui de 10 000 €, 18 000 € auparavant. Donc là, on oublie les revenus du travail, entre guillemets. C'est bon, on passe à la caisse et basta. Il reste les autres revenus, tous les revenus financiers, entre guillemets. Alors, il y a deux autres catégories de revenus. Enfin, il y a les revenus patrimoniaux, ceux qui frappent, ceux qui proviennent de son patrimoine. Et là, il y a soit des revenus financiers, soit des revenus fonciers. Les revenus financiers, il y a un principe général qui demeure toujours le même. Il faut capitaliser dans toute la mesure du possible les revenus patrimoniaux qui viennent de revenus financiers, pour éviter d'avoir les revenus de capitaux mobiliers qui ne peuvent plus aujourd'hui bénéficier, je ne voulais pas faire l'inventaire à la Prévert, mais on va y arriver, qui ne peuvent plus bénéficier du prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu. Il existe ce prélèvement forfaitaire, mais il ne libère pas de l'impôt. On se retrouve à payer la note, si je puis dire, aujourd'hui, le 15 septembre. Donc il faut capitaliser. Si on capitalise ces revenus, on maîtrise le moment où on les perçoit. Et maîtrisant le moment où on les perçoit, on maîtrise l'impôt y afférent. Donc enveloppe de capitalisation, PEA, PEA-PME, le nouveau, contrat d'assurance vie, contrat de capitalisation. Ce qui
pour ces deux derniers véhicules, contrat d'assurance vie, contrat de capitalisation, ce sont les seuls qui continuent de bénéficier du prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu, dont on sait que le taux, y compris la première année, donc les 4 premières années, est de 35%, soit un taux inférieur à la tranche marginale d'impôt sur le revenu, qui est aujourd'hui de 45% au-delà de 150 000 euros par part, et de 41% des 70 000 euros. Là, ce sont les revenus purement financiers. Pour tout ce qui est foncier? Pour les revenus fonciers, il y a une grande mode, j'allais dire, dans les gens qui exercent mon activité professionnelle d'ingénierie patrimoniale, c'est des sociétés à l'IS. Alors là, je dirais, il faut faire attention. Donc, on emprisonne... On a beaucoup d'avantages à l'entrée, mais il faut regarder aussi comment ça se passe à la sortie. On le paye à la sortie, tout dépend. Donc, les sociétés à l'IS permettent de frapper les revenus fonciers au taux de 33%, ce qui est mieux que le taux que je viens de renommer de 45%. Et on peut amortir le bien immobilier. Mais attention, à la sortie, on repère cet avantage parce que lorsqu'on vend le bien immobilier, tout l'amortissement de l'immeuble qui permet d'avoir un exercice écrasé, qui supporte l'impôt de 33%, eh bien, est retaxé à 33%. Donc, dans une optique de long terme, dans une optique de stratégie patrimoniale, par exemple, à l'occasion d'une transmission, donc, puisque bien souvent, ce type de structure se crée par l'endettement, on endette une société qui permet de racheter un actif immobilier, la société vaut moins cher, et ça permet, là encore, de favoriser ses enfants en procédant à une donation sur une assiette réduite. Oui, ça se fait pas facilement, quoi. Ça se fait pas facilement. Et ça ne se conçoit que dans une optique de long terme. Donc pour les revenus fonciers, attention quand même aux sociétés à l'IS, il y a un avantage à l'entrée, on le paye à la sortie. Donc les revenus patrimoniaux, je répète, juguler l'impôt sur le revenu, ça veut dire maîtriser le moment où l'on perçoit ces revenus qui supportent l'impôt. Eh bien voilà, quelques clés pour essayer d'alléger un petit peu la facture fiscale, alors que nous consacrons donc cette édition spéciale à l'impôt sur le revenu. Merci beaucoup Benoît Lombard pour Vita.